Le directeur artistique Thomas Joly voulait faire de Paris une fête pour clôturer en beauté ces Jeux paralympiques. Et cette fête a bien eu lieu. Vous me permettez de savoir si vous aviez un accès pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant? C'est à la prochaine station. Donc c'est ou celle d'avant ou celle d'après? C'est un petit exploit de faire des Jeux 100% accessibles en transport en commun. Cet ingénieur parisien doit la plupart du temps être accompagné d'un agent pour utiliser les transports en commun. Là, tout seul, j'aurais eu du mal à monter. On est assez loin de l'autonomie. Les JO, c'est fini, et les Jeux paralympiques aussi. En cette période de rentrée, la trêve olympique est bel et bien terminée, et les inégalités peuvent enfin réapparaître dans le paysage médiatique, à commencer par une réalité, celle des personnes en situation de handicap. Je me vois dans l'obligation de finir à pied et d'aller jusqu'à la station suivante à pied. Donc ce qui va m'obliger beaucoup plus de fatigue, sachant que là je commence à ressentir déjà de la faiblesse au niveau des jambes. Il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. En fait, la réalité de l'usage, c'est un enfer. Les rampes ne marchent pas toujours et il n'y a que 28% des lignes en Île-de-France qui sont accessibles PMR. Car malgré le succès de ces compétitions sportives, c'est bel et bien le quotidien de millions de Français et de Françaises qui s'apprêtent à disparaître de nouveau des gros titres. Et pourtant, validisme, accessibilité, accès aux droits ou encore au logement, rien n'a changé. Si vous voulez vos droits, il faut aller les chercher avec les dents. Et ça, c'est très très dur. On se retrouve à être noyé d'administratifs pour avoir des trucs de base. Les gens, les valides, ne savent plus quoi faire de nous, quoi. Mathilde François est membre de Dévalideuses, un collectif handi féministe. Pour Blast, on revient avec elle pour un nouvel entretien sur une France pas si paralympique que ça. Mathilde François, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ici chez Blast en cette fin de Paralympique. Vous êtes membre des Dévalideuses, un collectif dont vous allez nous parler. Vous êtes également artiste, autrice de bande dessinée. On peut vous retrouver sur Instagram au nom de La Vie à Croquer. Vous faites également des fanzines. Vous êtes donc membre de ce collectif, les Dévalideuses. Oui. Qu'est-ce que c'est précisément et quels sont les travaux que vous menez ? Les Dévalideuses, c'est un collectif handi-féministe, c'est-à-dire un collectif composé de personnes handicapées. Donc on est globalement contre le validisme, qui est l'oppression que subissent les personnes handicapées. Et donc on travaille spécifiquement sur les violences vécues par les minorités de genre handi. Avec différents moyens d'action, j'imagine. C'est ça, donc on a différentes manières de travailler. On a un gros travail de création en fait, de contenu, parce qu'il y a assez peu de littérature et de matière sur la lutte handi et la lutte contre le validisme. Les disability studies, elles sont quand même plutôt anglo-saxonnes pour le moment. Donc en fait, simplement de la traduction, c'est déjà beaucoup de travail, c'est déjà à faire, pour constituer, on va dire, une communauté, enfin un sentiment de communauté aussi, c'est-à-dire que toutes les personnes handicapées ne formulent pas toujours qu'elles sont victimes de validisme, n'ont pas toujours ce mot déjà comme référence. Et donc il y a un premier chantier là-dessus et un second chantier, on va dire, sur un peu plus faire du plaidoyer et interpeller les médias, les personnages politiques, dans l'idée d'obtenir du changement. Donc là, pour le coup, de vraiment transformer la société avec des mesures antivalidistes. Alors, les Paralympiques, c'est fini, ça y est. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de cette compétition ? Moi, de mon point de vue très personnel, j'en ai pensé que c'était une bonne occasion pour nous, des valideuses, de parler de validisme, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions. Donc, effectivement, ça fait 1 an qu'on investit le sujet des Paralympiques, non pas parce qu'on est de base très fan, mais parce que c'est une très bonne occasion de saisir les médias qui, on va dire, ont beaucoup plus de disponibilité quand le sujet est, on va dire, chaud, enfin d'actualité, lié à l'actualité, quoi. Alors que nous, les questions de la structure de la société, des discriminations, c'est toute l'année. Donc il faut bien qu'on trouve des accroches. Ça, globalement, ce que j'en ai pensé en termes de stratégie. Après, les Paralympiques, c'est à la fois chouette et désolant, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, nous, on soutient les sportifs para, parce que c'est des personnes handi qui vivent beaucoup de validisme et qui ont une carrière, et on espère qu'ils sont heureux d'avoir été aux Jeux paralympiques. Enfin, on leur souhaite le meilleur en tant que personne. Et après, en termes de structure, les Jeux paralympiques, ça a été l'occasion d'une reproduction de plein de stéréotypes dans le traitement médiatique. C'est quand même en soi, les Jeux olympiques au sens large, c'est quand même en soi un grand événement sportif qui pose plein de questions et plein de problèmes, en fait, des problèmes sociaux, d'exclusion sociale, des problèmes écologiques, beaucoup, et puis même
le concept des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques, c'est-à-dire la compétition par la capacité, pour nous, c'est absolument antagoniste avec le concept même. C'est ce contre quoi on se bat. C'est-à-dire que le validisme, c'est cesser de hiérarchiser les vies au regard des capacités. Et donc, effectivement, le concours de capacité que représentent les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques nous paraît pas idéal en termes de promotion de l'antivalidisme. En parlant de structure, d'ailleurs, on le sait peu, mais les Paralympiques, ce sont des structures extrêmement complexes pour les para-athlètes. Ouais. Alors on parle là de différents types de qualifications, de certains athlètes qui ne peuvent pas y accéder. On parle même d'autres types de compétitions avec les Deaflympics. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce paysage organisationnel des Paralympiques ? Oui, effectivement, pour les Paralympiques, je me suis un peu plongée dedans, mais finalement, c'est des enjeux qui vont bien. Les enjeux des catégorisations, elles vont bien au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que de ce que j'en ai compris, les Jeux Paralympiques sont basés sur, on va dire, le principe d'équité, enfin, en tout cas pour le principe d'équité. Pour qu'il y ait une réelle compétition sportive, on fait des catégories qu'on considère homogènes, qu'on essaye ils font des catégories qu'ils considèrent être homogènes, dans lesquelles ils mettent les gens qui considèrent avoir à peu près les mêmes capacités, pour qu'ensuite la médaille revienne à celui qui aurait le plus de mérite parce qu'il a eu le plus de capacités d'entraînement et donc il a gagné la course. Ce principe-là, qui fait tous les jeux en fait, il produit beaucoup de violence et beaucoup d'exclusion. C'est-à-dire que déjà, c'est quand même particulièrement intrusif et gênant de devoir comme ça toujours rentrer dans, on va dire, les spécificités, les intimités des personnes. Moi, j'ai quand même été choquée par les commentaires qui passaient leur temps à raconter le détail des diagnostics et des maladies et de l'origine de l'amputation de certains sportifs. Ce côté dossier médical en permanence, c'est assez contraire, parce que nous, on aimerait que le handicap soit pris en compte dans une approche très sociale. Et donc, cette approche très médicale, c'est un vieux modèle. C'est le modèle qu'on essaie de dépasser, principalement. C'est-à-dire qu'on aimerait arrêter d'être des sujets médicaux, mais considérés comme des sujets sociaux, avec des droits comme toutes les autres minorités discriminées, que ce soit les minorités de genre, les personnes racisées, les personnes LGBT. Donc, il y a déjà ça qui pose question, cette espèce d'intrusion. Ensuite, il y a l'idée même en fait qu'on puisse faire des catégories homogènes. C'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est une fausse promesse. C'est une fausse promesse parce que le vivant est un continuum et ces hypothèses de catégories peuvent produire des frustrations et produisent aussi des exclusions. Il y a des gens qui rentrent dans aucune catégorie. Et je ne sais pas ce qu'il en est des tests. J'avais dessiné la biographie d'une athlète paralympique judoka brésilienne, Alana Maldonado, et elle racontait dans sa bio à quel point elle avait dû payer elle-même en fait les tests pour accéder à ces catégories et que ça lui avait coûté très cher et que c'était une manière de plus d'avoir des difficultés d'accès aux JO. Donc finalement, c'est cette question de catégorisation sous prétexte d'équité pour que le grand principe des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est le mythe de la capacité, puisse s'appliquer. On fait des choses assez violentes. Le parallèle qui est hyper simple, c'est le parallèle avec en fait, les catégories hommes et femmes aux Jeux Olympiques. C'est des catégories qui nous paraissent naturelles, qu'on raconte comme étant naturelles, or elles sont construites. Et les hommes et les femmes, il y a aussi un continuum, c'est-à-dire il y a un continuum biologique, il n'y a pas un seul critère qui fait qu'on est un homme ou une femme. Et on l'a bien vu avec l'accusation d'être une personne trans qu'a reçue la boxeuse algérienne, quand elle a gagné contre la boxeuse italienne. Ces accusations-là, c'était une accusation d'avoir triché sur le principe d'équité dont je vous parlais, et donc de ne pas être vraiment une vraie femme, sous prétexte en plus qu'elle aurait une testostérone élevée, comme si c'était une potion magique. Alors que, typiquement, toutes les associations des personnes intersexes expliquent en permanence, non, c'est pas une potion magique, on peut avoir des très hauts taux de testostérone et pas du tout être surpuissant. Et donc, en fait, les genres sont une continuité, comme le handicap. C'est en ça que les catégories d'hommes-femmes font beaucoup souffrir les personnes trans, font beaucoup souffrir les personnes intersexes, sont assez violentes et sont un mensonge. On fait comme si c'était naturel, les femmes, les hommes, et pareil, les catégories de handicapés, et même les handicapés et les valides, on fait comme si c'était des catégories simples, mais en fait, tout est beaucoup plus continu et flou. Et donc, ça a aussi ça comme dégâts, c'est de maintenir le récit de ces catégories figées.
Et il existe même une compétition parallèle avec les Deaflympics, donc dédiée aux personnes atteintes de problèmes d'audition, si j'ai bien compris. Oui, personnes sourdes et malentendantes. Ce que ça veut dire, c'est très simple. L'existence des Deaflympics veut dire que les Jeux olympiques ne sont pas accessibles. C'est tout. C'est-à-dire que vous imaginez très bien, on reprend les deux principes de base, le principe d'équité et le mythe de la capacité. Le principe d'équité, si une personne sourde pouvait courir le 100 mètres très très vite, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas avec les valides qui courent le 100 mètres très très vite. En fait, il suffirait d'un autre système de signal pour dire on est parti et c'est tout. Enfin, franchement, donc en fait, là, on voit bien qu'il y a une question. C'est pas qu'une question. Voilà, c'est pas qu'une question de faisabilité, c'est vraiment une question de volonté politique. Et c'est ce qu'on retrouve à chaque fois qu'on se pose la question de mais pourquoi est-ce que c'est pas plus accessible ? Pourquoi est-ce que on est encore en train de séparer ? Et pour être pour vous le dire, parce que c'est important, le mythe des capacités, c'est un concept qui est très bien raconté par Charlotte Puiseux, qui a écrit un livre que je recommande absolument, qui est De chair et de fer, Vivre et lutter dans une société validiste. C'est un ouvrage récent, dans lequel, français, ce qui est assez rare sur le sujet, dans lequel elle raconte à la fois sa vie et à la fois beaucoup de principes de base du validisme. C'est vraiment la référence. Et malgré tout, c'est quand même une mise en avant importante dans la société. On parle de handicap avant et pendant ces Jeux paralympiques. Si je comprends bien, finalement, à l'année, il y a le Téléthon qui permet cette mise en avant, et tous les 4 ans, il y a les Paralympiques. Oui, tristement, oui. C'est-à-dire que nous qui essayons de porter le sujet, de le mettre à l'agenda médiatique et politique, on voit bien qu'on a un peu 2 occasions, c'est les Jeux para et le Téléthon. Et c'est des très mauvaises occasions de parler de handicap. Parce que dans le cas du Téléthon, on en parle sous un prisme de misérabilisme, et dans le cadre des Paralympiques, on en parle sous un prisme de l'inspiration. Et en fait, ces 2 schémas, ces deux modèles de perception des handicapés sont les 2 faces de la même pièce. Malgré le fait qu'on pourrait croire que de dire d'une personne handicapée qu'elle est très inspirante, c'est positif. En fait, non, inspiration et misérabilisme, ce sont les 2 faces de la même pièce. C'est 2 manières de ramener la personne à son handicap. Et donc, de ne plus la voir qu'au travers du prisme de son handicap, et ça devient ce qu'elle est. Il y a une enseignante-chercheuse qui est aussi militante antivalidiste qui s'appelle Elena Chamorro, et dans, je pense que c'est un podcast France Culture, elle dit mais en fait en devenant handicapé, ça devient plus important même que notre genre. Déjà qu'avant on était très essentialisé, on nous dit vous êtes une femme et ça définit tout, mais là elle dit je suis même plus une femme, je suis une handicapée. C'est un genre en soi, quoi. C'est devenu plus important que tout le reste. Et ça, c'est ça l'essentialisation, c'est faire d'une seule caractéristique de quelqu'un l'intégralité de ce qu'il définit. Sur cette question de l'inspiration, on peut revenir sur l'actualité, sur ce débat qui a opposé le champion olympique judoka Teddy Riner à l'athlète paralympique Sofiane Melaoui de l'équipe de France de basket fauteuil. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose. On a fait quelque chose de grandiose, on est tous très contents. Mais alors eux, c'est juste extraordinaire. Nous, on sait ce que c'est que de s'entraîner tous les jours. Avec un handicap. Exactement. C'est des super-héros. Donc pour nous, ce sont les Avengers. Et de l'autre côté, ce parathlète qui lui répond on n'est pas des super-héros, on est des athlètes. C'est ça. C'est vrai que dans le strip de bande dessinée que j'ai fait sur les Jeux paralympiques, j'ai pris un peu de temps sur cette interaction parce qu'en fait, elle est assez efficace pour raconter ce qu'on vient de se dire sur inspiration et misérabilisme. Parce que finalement, Teddy Riner, en plus, je crois qu'il dit cette chose incroyable. Il dit mais vous vous rendez compte, il s'entraîne tous les jours. Et j'adore parce que on a envie de lui dire mais enfin Teddy, toi aussi, tu t'entraînes tous les jours. Donc finalement, en fait, ce qu'il veut dire, c'est ils s'entraînent tous les jours malgré leur handicap. Et cette notion de dépasser son handicap, c'est une notion qui est vraiment, on va dire, très violente parce que c'est une injonction que subissent toutes les personnes handicapées. Et on a une collègue au Dévalideuse qui s'appelle Lydie Raher et qui a dit dans un podcast sur les Jeux paralympiques dépasser son handicap, c'est la condition pour avoir le droit de citer pour les personnes handicapées. Le droit de citer au sens le droit d'être une personne citoyenne à part entière. Et en fait, c'est très juste et on le voit bien, c'est cette survalorisation du dépassement de soi, elle est très violente parce qu'en fait, après, on le retrouve dans chacune de nos interactions. Et quand on est en interaction, par exemple, avec des médecins,
on va nous reprocher en fait de pas se dépasser, c'est-à-dire de pas tout mettre en œuvre pour rejoindre une norme valide, une norme médicale de capacité, alors que par exemple, en fait ça fait l'hypothèse qu'on voudrait tous redevenir valides. Alors à certains égards oui, par exemple moi je souffre tous les jours. J'ai des douleurs chroniques et oui, j'aimerais bien souffrir moins, mais j'ai des amis qui sont en fauteuil, par exemple, et qui disent « mais moi, j'ai pas du tout comme projet principal de ne plus être en fauteuil et de marcher sur mes deux pieds. Je préférerais... mon projet, son projet, c'est le même que tout le monde, c'est avoir une vie épanouie, avoir des relations sociales et accéder à l'espace public et à la vie. » Donc ça, le dépassement de soi, c'est très, très pernicieux et omniprésent, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui, on va dire... on est culpabilisé tout le temps de ne pas être assez et de ne pas faire assez pour être plus. Et ensuite, l'inspiration porn, la pornographie de l'inspiration, c'est un concept qui a été déployé par une journaliste australienne qui a fait un TEDx très drôle, dans lequel elle raconte qu'à 15 ans, la ville où elle a grandi voulait lui donner un prix du parcours inspirant. And when I was 15, a member of my local community approached my parents and wanted to nominate me for a Community Achievement Award. And my parents said, that's really nice, but there's kind of one glaring problem with that. She hasn't actually achieved anything. Et ses parents ont refusé, ils ont dit non, elle n'a rien fait, elle va juste à l'école comme les autres, qu'est-ce que vous lui voulez lui donner un prix d'inspiration? Ils ont dit mais non, quand même, elle va à l'école malgré son handicap. Et donc elle a dit en fait, c'est hyper humiliant d'être célébré pour faire des trucs que tout le monde fait. C'est-à-dire, je bois un verre d'eau, vous allez applaudir, c'est insupportable. Et c'est en ça que Teddy Riner, il ne s'en rend probablement pas compte parce qu'il veut faire des compliments. Mais ce qu'il dit, il dit, moi je m'entraîne et toi tu t'entraînes aussi. Et au lieu de dire, on est des égaux, on est tous les deux des athlètes, il dit, mais toi c'est vraiment incroyable parce que tu pars de plus loin en fait. Enfin, c'est assez condescendant en fait. Sans même le vouloir, finalement, ça ne part pas de mauvaises intentions. De toute manière, nous, c'est ça notre problème, c'est que c'est comme toutes les oppressions, le racisme, le sexisme. La plupart du temps, il est fréquent de croire qu'on n'est pas sexiste, on n'est pas raciste, on n'est pas validiste tant qu'on n'a pas de mauvaises intentions. C'est-à-dire que quelqu'un se dit « mais moi, je ne suis pas validiste, je n'ai jamais dit que je détestais les personnes handicapées ». Mais il n'y a pas du tout besoin de détester officiellement une catégorie, une minorité de la population pour transmettre en fait des oppressions, parce qu'on baigne dedans. C'est très compliqué. Nous-mêmes, on est baigné dans le validisme, donc on a plein de choses à défaire, à déconstruire. Est-ce qu'on pourrait définir, est-ce que vous pourriez le faire, oui. définir validisme, anti-validisme, parce que ce sont des termes qui finalement, dans le paysage médiatique, sont très rarement utilisés et très même discrets, quoi. C'est bien vrai. Le validisme, c'est l'oppression que vivent les personnes handicapées. C'est le fait de hiérarchiser les vies en fonction des capacités des personnes. C'est aussi, on peut le définir aussi en disant, le validisme, c'est le fait de rapporter la valeur d'une personne à sa proximité avec une norme valide, qui est une norme médicalement définie. C'est très culturel d'avoir défini quelle est la norme. Dans son livre, Charlotte Puiseux, dans le livre de Chair et de fer, elle raconte un exemple, elle dit, mais finalement, il y a peut-être des cultures, elle parle de Grèce antique, où la cécité était perçue comme un don, potentiellement une capacité de mieux accéder à la vérité, de mieux voir, entre guillemets, le vrai. Et aujourd'hui, on considère ça comme un handicap. Donc il y a une question culturelle et il y a une question d'adaptation. Par exemple, j'ai une conférence gesticulée sur le validisme et l'écologie, et je demande souvent qui se considère handicapé dans la salle. Donc il y en a qui lèvent la main, et j'en prends toujours un qui a des lunettes et qui n'a pas levé la main, et je dis, mais vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas levé la main? Et donc la personne, elle ne voit pas trop, et après, quand on prolonge la conversation, on demande, mais est-ce que, par exemple, si vous n'avez pas vos lunettes, vous pouvez conduire, vous pouvez lire? Et là, souvent, il y a des personnes qui disent, bah non, moi, je ne peux ni conduire ni lire. Bon, en fait, cette personne, elle n'est pas handicapée parce qu'on s'est organisé collectivement pour qu'elle puisse avoir les fonctions dans la société qu'on attend d'elle, donc conduire, être autonome, lire. Et elle se dit pas handicapée. Alors qu'en fait, si on n'était pas organisé pour lui filer des lunettes, avec des opticiens partout, avec un remboursement de la Sécu, elle serait très, très handicapée. Et c'est là qu'on se dit, cette notion de handicap, elle est extrêmement sociale. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de passer du modèle médical du handicap au modèle social. Le modèle médical, c'est de dire, vous avez un handicap parce que vous avez un problème de santé,
Et donc, c'est une vision qui individualise le problème, qui est globalement une vision partagée. Et qui est une vision qui fait qu'on dit, cette personne, elle a cette maladie ou elle a ce problème de santé. Donc, en quelque sorte, c'est un peu sa responsabilité de se gérer avec son problème. Et nous, on veut passer à une approche sociale du handicap qui est de dire, en fait, il y a une grosse partie du handicap qui est due à l'environnement. À notre environnement, à si oui ou non on a des lunettes quand on ne peut pas conduire sans lunettes. Et donc, c'est pareil pour tous les autres critères. Notre idée, c'est de dire, il y a des personnes, elles ne peuvent pas accéder à la réunion, non pas parce qu'elles sont en fauteuil roulant, ça c'est la vision médicale du handicap, mais bien parce qu'il y a des escaliers. Ça, c'est la vision sociale du handicap. Et c'est donc une idée de responsabilité collective et d'organisation collective. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Nous, on essaie pour dire où est-ce qu'on en est du niveau de la lutte en France, on en est à faire en sorte, un peu comme vous le disiez, que le mot validisme déjà soit connu, ce serait bien. On a des objectifs, râlez pas crétins, que le mot validisme soit connu et que justement il soit compris dans cette logique un peu plus collective et structurelle du handicap. Alors, il y a également vous parliez du problème des marches à monter, mais il y a également des handicaps invisibles qui finalement, dans la rue, dans les relations, même au sein des institutions, sont parfois pas reconnus du tout parce qu'on ne peut pas les voir. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que la parole, elle est simple à prendre et est-ce que c'est simple de prendre la parole pour les personnes en situation de handicap? Là, je parle dans son cadre social, auprès des médias, auprès des personnalités politiques, auprès de ses praticiens, auprès des institutions qui vont pouvoir nous encadrer ou nous donner des subventions si jamais... Oui, ou des droits. Ou des droits. Ouais. Est-ce que c'est simple, ça? Non, il n'y a rien qui est simple. De toute manière, en général, si vous posez des questions à des personnes, on dit « est-ce que quelque chose est simple ?» En général, ce n'est pas simple. Pour commencer, je suis désolée, je vais commencer par le plus dur. L'accès aux médias. Pour venir ici, j'ai monté 6 marches, j'en ai descendu 25. Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout. Et ça me pose vraiment un gros problème parce que certaines de mes collègues des dévalideuses n'auraient pas pu venir. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci concret. Et en même temps, nous, on sait bien, en tant que dévalideuses, j'ai pas envie de taper spécifiquement sur Blast. Souvent, on interpelle nos proches, c'est-à-dire les médias qu'on sait être de gauche, les collectifs aussi de lutte qui sont féministes, qui sont queer, qui sont antiracistes. Et en fait, c'est ça qui est aussi dur, c'est qu'on les interpelle pour dire faites-nous de la place, accessibilisez vos espaces, vos événements. Et en même temps, on sait aussi que c'est les endroits qui ont le moins d'argent, qui ont le moins de moyens. Donc il y a un équilibre à trouver qui se fait un peu au cas par cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de matérialité, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à mettre en œuvre. Ensuite... D'ailleurs, pardon de vous couper, mais c'est vrai que c'est une question que je ne pose jamais à mes invités. C'est ce que j'allais dire, vous ne l'avez même pas demandé, je ne voulais pas tacler. Mais... au téléphone, je vous ai demandé si vous étiez capable de venir. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé aux marches. Si vous pouvez vous déplacer, je trouve ça cool. Si vous pouvez vous déplacer, est-ce que vous pourriez venir? Mais vous ne m'avez pas dit, est-ce que vous pouvez monter 4 marches et en descendre 25, qui sont hyper raides en plus? Oui. Vous ne m'avez pas dit. Et, voilà. Et donc c'est vrai que... mais c'est cool que ce soit vous qui le disiez. je me dis, non, je vais être cool, je ne vais pas balancer. Mais... non, mais ça, c'est central, parce qu'en fait, on ne l'a pas comme référence dans nos têtes. Et moi, je le vois, parce que je suis devenue handicapée en douleur chronique et en énergie, mais on est les valides des handicaps qu'on n'a pas. C'est-à-dire que je reste une valide par rapport aux personnes qui sont en fauteuil, parce que j'apprends à leur contact, au contact de mes collègues des dévalideuses, j'apprends. Et du coup, maintenant, je repère les marches, mais c'est quelque chose qu'avant, je n'avais pas du tout en tête. Donc non, ce n'est pas facile d'accès. Politiquement, franchement... nous, on aimerait beaucoup que des personnes, des députés se saisissent de cette question, des personnalités politiques de gauche. Dans le programme du Nouveau Front Populaire, ça ne parlait pas du tout de validisme, parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup de chantiers politiques concrets, quoi. On a besoin de travailler sur l'accès aux droits, sur l'extrême précarité dans laquelle vivent les personnes handicapées, sur la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire sortir les personnes handicapées des institutions. En fait, on a un paquet de gros chantiers. Ensuite, là, comme vous m'avez dit, les médias, le politique. Ah oui, et après, les institutions qui donnent les droits. Donc, typiquement, les MDPH, Maisons des personnes handicapées. Bon, les MDPH, là, nous, avec les dévalideuses, on a lancé une sorte d'enquête dans laquelle on a récolté 500 témoignages de violences vécues dans les parcours MDPH. Ces violences, elles vont
elles prennent différentes formes. Donc déjà, c'est très difficile de remplir un dossier. Remplir un dossier MDPH, il faut un bac+5 et beaucoup de patience. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et à savoir que c'est absolument essentiel dans la prise en charge d'un handicap. C'est-à-dire, si vous voulez vos droits, vous avez des droits. Si vous voulez vos droits, il faut aller les chercher avec les dents. Et ça, c'est très, très dur parce qu'en fait, la vie est souvent dépourvue, on nous prive de légèreté. C'est-à-dire qu'on se retrouve à être noyé d'administratif pour avoir des trucs de base. Alors que quand on est valide, on a des droits parce qu'ils sont là, nos droits. Ça, c'est très important comme violence, parce que c'est une violence assez symbolique aussi. Des fois, il faut rejustifier de son handicap, et parfois, on se retrouve ensuite à devoir, c'est très violent, à devoir expliquer à quelqu'un qui, entre guillemets, ne nous croit pas ou nous remet en question. Il y en a 1000 des témoignages comme ça. Moi, très récemment, j'ai eu un échange avec un médecin qui me disait « Mais vous avez mal, si vous avez mal au bassin, vous pouvez écrire, parce que les mains, c'est pas le bassin. » C'est un délire de dire ça, c'est hyper violent. Et en plus, c'est d'autant plus violent que ce sont des personnes en qui on est censé, qui sont censées nous prendre en charge. C'est-à-dire que c'est pas un inconnu qui nous sort un truc pareil. Ce sont les personnes qui sont supposées être formées et en position de nous accompagner pour nos droits. Et ça, typiquement cette accusation de mensonge, cette accusation, la chasse aux faux handicapés, entre guillemets, ça c'est une violence atroce parce qu'en fait c'est déjà assez dur à plein d'égards de mener une vie dans un monde aussi validiste. Si en plus on est accusé d'être des menteurs ou des feignants, c'est vraiment extrêmement, extrêmement violent symboliquement. Il y a aussi donc du coup plein de personnes qui, à cause des 2 points que je viens de vous citer, ne font pas de demande de droit, laissent tomber, pour pas s'exposer à cette violence et pour pas, aussi parfois par manque de moyens, de remplir les dossiers infernaux. Et donc ça, là, on voudrait vraiment travailler là-dessus parce que c'était très facile de réunir 500 témoignages. On a dit qui veut témoigner. On a eu beaucoup de monde. Et donc ça, c'est particulièrement violent aussi, qu'il y ait très très peu d'espace où on peut être, mais juste compris en fait. On est la plupart du temps des spécialistes de nos situations et on n'est pas du tout vu comme tel. Et enfin, le cas, en fait, il y a plein d'autres cadres où c'est très violent. Je dirais le cadre du travail aussi, il n'est pas du tout adapté. C'est-à-dire, le cadre du travail est compatible avec certaines modalités d'adaptation à certains handicaps. Si c'est des adaptations de type matériel, un nouveau fauteuil, ça peut être mis en place si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est un dossier de la MDPH à remplir. Mais si vous avez ce statut, votre employeur peut accéder à des... Enfin, déjà, ils ont une obligation d'emploi d'un certain pourcentage, 6% de personnes RQTH à partir de 20 salariés, mais il y en a qui ne le font pas et qui payent une amende. Cette amende, elle va à l'AGFIP, et l'AGFIP, c'est l'association pour l'insertion et le maintien en emploi des personnes handicapées. Bon, l'AGFIP, elle peut accompagner un employeur pour mettre en place une adaptation de poste. Mais la réalité du terrain, elle est impressionnante. C'est-à-dire que j'ai le témoignage en tête d'une amie qui m'a dit, qui racontait qu'elle avait elle-même toute seule fait le plan d'adaptation de son poste de travail et qu'elle a dû elle-même le défendre, ce qui est hyper éprouvant en fait, de se retrouver soi à devoir avoir cette position tierce. On doit être à la fois le tiers entre nous et notre employeur et à la fois la personne handicapée en fait. Bon, elle a fait ce travail et ensuite elle a été licenciée économiquement et puis un mois plus tard elle a vu l'offre d'emploi pour exactement sa fiche de poste en ligne. Donc au-delà de cet exemple très, on va dire, c'est même pas extrême, hein, honnêtement c'est pas rare. Au-delà de cet exemple, dans le monde du travail, on se rend compte que le handicap est handicapé celui ou celle qui ne peut pas s'exploiter de la manière dont le monde du travail voudrait qu'on le fasse. Et ça, pour moi, ça a été très net. En tombant malade et en étant plus capable de fonctionner à la manière d'une valide, j'ai bien vu que j'étais plus capable. Il n'y avait pas d'adaptation. L'espace de professionnel était inapte à me garder. Et c'est violent parce qu'au final, c'est moi qui paye le prix d'une forme de précarisation et de stress. Mais ça, donc finalement, il y a quasiment tous les pans de la vie dans lesquels c'est très difficile d'être pris en charge, d'être entendu, et le champ médical également. Alors qu'on pourrait croire, avec ce que je vous ai dit sur le modèle médical, que finalement, le seul endroit où on est compris, c'est par les médecins, mais tellement pas. Bien sûr, il y a des bons médecins, mais il y a tellement peu d'espace, par exemple, accessible. On a travaillé sur l'IVG, et à Marseille, il y a
À Marseille, il y a le planning familial du 13, du coup, qui nous a dit, à Marseille, on pense qu'il n'y a qu'une seule table adaptée pour les personnes qui ont besoin d'être transférées sur une table adaptée. Et donc, il n'y a qu'un seul endroit à Marseille où certaines personnes handicapées peuvent se faire avorter. Et donc, elle disait, à partir de là, l'accessibilité à l'avortement, quand bien même on a le droit, elle n'est pas réelle, pas du tout. Encore une fois, ces droits, il faut aller les chercher avec les dents. En ce qui concerne le traitement du handicap à l'année, là déjà au niveau de la médiatisation des Jeux paralympiques, on l'a vu, plusieurs déclarations, celle de Michael Jérémia, un champion de tennis fauteuil qui était chef de mission à la délégation française au para, qui disait que, je cite sa citation, tous les acteurs, les chanteurs, ceux qui sont venus un peu bling-bling pour les Jeux Olympiques, moi je ne les ai pas vus. On voit déjà qu'il y a quand même un manque d'intérêt, un manque de la part de l'ensemble de la société. Comment est-ce que ce traitement du handicap il est fait à l'année, que ce soit dans le cercle familial jusqu'aux instances politiques, par exemple? C'est vrai que là, la citation que vous donnez, c'est une citation qui met en lumière, on va dire, le fait que les Jeux paralympiques sont des jeux à côté. Et d'ailleurs, para, ça veut dire à côté. Donc, effectivement, les Jeux paralympiques sont des sous-jeux. Pas parce que les gens sont moins intéressants, les athlètes, mais bien parce qu'il y a moins de médiatisation, moins d'argent. Ça traduit ce que le validisme fait vivre aux personnes handies dans la société. C'est-à-dire, ça traduit le fait qu'on sépare les espaces et que pour le moment, on n'est pas capable de penser des jeux d'une manière un peu où il y aurait tout le monde, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, ça traduit aussi le fait que, on va dire un peu deux choses, mais ça traduit le fait que les personnes handies sont pas perçues, ce que je vous disais, sont perçues comme des handicapés avant d'être perçues comme des humains. Et dans l'origine des Jeux Olympiques, un peu, si on fait un peu l'histoire des Jeux Olympiques, il y avait quand même cette idée de, parce que je vous disais sur le mythe de capacité, de trouver quel est l'humain le plus capable et donc le plus méritant. Et d'une certaine manière, la manière qu'on a de regarder les Jeux Olympiques et les sportifs et l'admiration et le fait que ces personnes qui sont des athlètes qui ont des médailles deviennent des demi-dieux, demi-déesses, comme l'est devenu Léo Marchand. Cette adulation, elle vient un peu du fait de dire c'est le meilleur de ce que l'humanité pourrait produire. On a par notre super principe d'équité magique et de mythe des capacités, on a trouvé l'humain le plus méritant, et donc d'une certaine manière on se regarde en tant qu'humanité, en tant qu'espèce, on se dit voilà, on est devant notre télé, on fait rien, mais on se dit si j'étais très entraînée, je pourrais être comme Léo Marchand, je serais très rapide et très musclé et très méritant. Et donc ça, c'est effectivement la base du mythe des capacités, c'est qu'on ne peut pas, quand on est handi, vu que le principe c'est d'être capable différemment ou moins capable, on ne peut pas être les grands gagnants du mythe des capacités. Enfin là, il y a un bug ontologique, quoi. Il y a un paradoxe dans le sens même du truc. Donc voilà, après le traitement à l'année, nous on dit souvent qu'il y a 0,2% de représentation des personnes handies dans les médias, alors qu'on est genre 12 millions en France. Enfin, ça dépend comment vous comptez, mais il y a des gens qui disent qu'il y a 12 millions de handicapés, et dans les assos sur la douleur chronique, on dit qu'il y a 12 millions de douleurs chroniques, et tous les handicapés ne sont pas douloureux chroniques. Donc je pense qu'on est bien plus. Il y a plein de gens qui ne s'identifient pas. Et en fait, il y a plein de gens aussi qui ne vont pas demander des RQTH. Donc comment vous voulez savoir que les gens sont handicapés, vous voyez ? Autour de nous, on en a plein des personnes douloureuses chroniques. Donc il y a 0,2% de handicapés dans les médias, et 90% de cette représentation, c'est le Téléthon ou les Jeux paralympiques quand il y en a. Donc la représentation, elle est vite pliée, c'est souvent misérabiliste. C'est très empreint de notre héritage collectif d'une vision hyper charitable et de pitié un peu, de miséricorde. Et alors que nous, on aurait besoin de représentation de la vie réelle. Par exemple, dans la série Netflix Special, qui a été écrite et réalisée par le personnage principal, qui a une cerebral palsy. Merde, j'ai plus la traduction en français. En tout cas, dans cette série-là, il met en scène sa relation naissante avec son copain, et il met en scène une scène de sexe. Basically, kind of just messed my body up. Doesn't look so messed up to me. Et
en fait, il y a tellement de gens qui disaient mais c'est un miracle, ça fait trop plaisir de voir une scène de sexe avec une personne handi et avec tout le réel, les ajustements, son copain qui connaît pas, qui lui dit là, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et ça, c'est des scènes, mais c'est tellement rare. C'est tellement rare qu'on a un vrai problème de représentation. On a besoin de personnages handis qui ne sont pas définis par leur handicap, mais en même temps qui ne cachent pas la réalité du validisme vécu par les personnes handicapées. Donc on a besoin de tellement d'écriture et de représentation réelle et joyeuse. Et la seule manière de bien le faire, ça va être de faire écrire les gens concernés. Pour revenir sur la question la question olympique et paralympique. Ouais. À Blast, on a également rencontré le collectif Le Revers de la Médaille, qui a pu dénoncer au niveau social tous les enjeux négatifs que les Jeux Olympiques ont pu représenter pour beaucoup de minorités et de groupes sociaux. Depuis un an, ces gens-là, on les envoie systématiquement dans d'autres régions pour vider les rues de la capitale et pour faire une belle image quand les caméras du monde entier viendront regarder ce qui se passe à Paris. Avec Le Revers de la Médaille, on dénonce des opérations de nettoyage social. Vous, de votre côté, quel bilan vous feriez socialement de ces Paralympiques, de ces Jeux Olympiques ? En fait, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne va pas du tout les grands événements sportifs, parce que nous, on était en lien avec Le Revers de la Médaille à plusieurs occasions, parce que le nettoyage social, ils parlent de... Oui, il y a eu un nettoyage social, ils parlent d'environ 12 000, 12 500 personnes qui auraient été sorties de Paris parce qu'il faisait moche, parce qu'ils n'allaient pas bien dans le décor, parce qu'il ne fallait pas qu'on les voie. Et je me rappelle d'un article du maire d'Orléans qui disait « Moi, je reçois des bus dans lesquels il y a des SDF parisiens. On m'envoie des SDF parisiens. » Et ça, c'est encore une gestion, comme on dirait qu'on gère du bétail, quoi. On dirait que c'est pas des personnes. On gère des flux, on gère des masses. Non, c'est très violent. Et c'est d'autant plus violent que les personnes exclues sont probablement quasiment toutes des personnes handicapées. C'est-à-dire que quand vous dites un handicapé français, il est beaucoup plus probable statistiquement que la personne soit une personne hyper minorisée, avec tout ce que je vous ai raconté, exclue de l'emploi, exclue du logement, précaire. Et donc c'est très probable que ces personnes-là qui ont été éjectées, qui sont des personnes sans abri, qui sont des personnes travailleuses du sexe, qui sont des personnes sans papier, toutes ces personnes-là, il est très probable que ce soient des personnes handicapées. Donc au final, de base, c'est profondément violent ce nettoyage social. Et ensuite, plus largement, il y a les transformations des Jeux Olympiques sur la ville sont pas du tout aussi positives que ce qu'on essaye de se raconter. Alors justement, en termes d'accessibilité, qu'est-ce qui a été mis en place avant les Jeux et aujourd'hui, est-ce que vous pensez alors déjà que c'était suffisant, mais que ça va perdurer ? En fait, l'avènement des Jeux Olympiques a produit, il y a eu plein d'effets d'annonce politique. Alors moi, je ne sais pas comment ils font leur truc. Moi, je n'annonce pas un truc que je pense qui n'est pas possible. C'est un petit exploit de faire des Jeux 100% accessibles en transport en commun. Vous dites par exemple que vous avez envie d'aller au Trocadéro. Pas de chance. Et vous avez la situation des autres stations. Ce qui vous permet, au lieu de descendre à Trocadéro, de descendre à la station d'avant et de marcher 100 mètres. Dans ma vie, mais peut-être que quand on est responsable politique, il y a plus de bénéfices que de coûts à faire, à annoncer des choses qui ne vont pas se réaliser. Je ne sais pas comment ils font. Mais typiquement, en 2018, septembre 2018, Valérie Pécresse, donc présidente de la région et responsable de la RATP, dit je fais la promesse d'un Paris accessible pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc elle disait il y aura 60% du réseau accessible en Île-de-France. Là, on est à 3% des stations de métro à Paris qui sont pleinement accessibles. 3%. En fait, quand on nous dit oui, mais le métro de Paris, il est très compliqué à mettre en accessibilité PMR, personnes à mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil roulant, il est très difficile à mettre en accessibilité PMR parce que il est classé, il est vieux, blabla. Pour vous donner un exemple, il y a, il me semble, à peu près la moitié des stations qui sont vocalisées, donc des stations qui sont accessibles pour les personnes malentendantes, sourdes et malentendantes. Vocaliser une station, ça n'est pas impossible techniquement. C'est assez faisable, c'est même potentiellement pas très cher. Et or, ce n'est pas fait pleinement. Ce qui est bien la preuve que je vous disais tout à l'heure, que c'est pas un vrai... Le problème technique, c'est un faux argument. La vraie empêchement, c'est une volonté politique. Parce que même quand c'est faisable, c'est pas fait. Et ensuite, on pourrait dire oui, mais il n'y a pas que les métros. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit, parce que en faisant le constat que je vous partage,
l'année dernière, avec les dévalideuses, on a bloqué le métro invalide. Déjà parce que ça rendait trop bien, les dévalideuses bloquent invalides, on était très très contentes de nous. Pour nous, c'était une stratégie, comme je vous disais au tout début, de mise à l'agenda du sujet. On voulait qu'il y ait une couverture médiatique de notre blocage. En fait, pendant 20 minutes, on s'est mis avec des fauteuils et des banderoles devant la sortie de métro. Et on voulait que ces images-là, elles puissent nous permettre d'être dans les médias et qu'ensuite, on puisse parler de cette question de l'accessibilité du transport en commun parisien et donc des transports et de l'espace public en France et donc plus largement de validisme. C'est parfois un parcours du combattant pour les personnes handicapées. C'est cette discrimination qu'ont voulu dénoncer plusieurs militants du collectif Les Dévalideuses. Une vingtaine de personnes ont bloqué hier l'entrée de la station Invalide pour dénoncer l'absence d'aménagement dans le métro pour les personnes en fauteuil. Le traitement médiatique qui a eu lieu l'année dernière a été uniquement s'est arrêté à la question de l'accessibilité, ce qui est déjà pas trop mal. Mais personne n'a dit validisme. À France 2, ils n'ont pas dit validisme. Et donc, à cette occasion, on en a eu plein des contre-arguments pour dire mais non, vous pouvez vous déplacer. C'est un délire, en fait, comme les gens se permettent. En fait, la réalité de l'usage, c'est un enfer. Il y a toujours, les rampes ne marchent pas toujours. Et souvent, on a une amie qui nous disait ça, qui disait, mais moi, en fait, ce qui me stresse, c'est le trajet. Une fois que je suis là, c'est gagné, parce qu'on organisait ensemble un événement. Je disais, tu stresses pour l'événement? Elle dit, mais l'événement, une fois que je serai là, tout roule. Le problème, c'est d'arriver là. Et il n'y a que 28% des lignes en Île-de-France qui sont accessibles PMR. Et une autre citation de Michael Jérémia, le champion de tennis fauteuil qui était chef de mission pour la délégation française, qui appelait les pouvoirs publics à ce que les paras ne soient pas une parenthèse enchantée, je cite. Mais finalement, la parenthèse enchantée, elle était surtout à la télé oui, et dans les fusions, quoi. C'est ça. Je vais vous en raconter une de parenthèse enchantée. Donc hier, c'était la clôture des Jeux paralympiques. Donc la cérémonie de clôture. J'ai eu au téléphone une copine des dévalideuses qui est en fauteuil, qui m'a raconté. Donc elle a dit que c'était très difficile parce que accéder à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques avec une place réservée pour une place fauteuil, une place PMR, ça a été un enfer. C'est-à-dire qu'elle a dû se garer à 2 km du lieu où il y avait la clôture. Quand elle est arrivée, le bénévole lui a demandé « Mais vous êtes sûr que vous êtes en fauteuil ?» Parce qu'elle conduit. Et c'est quelque chose qui lui arrive assez fréquemment. Bon, là, il ne l'a pas empêché de se garer, mais des fois, ça arrive. Les gens se disent « Mais si elle conduit, elle n'est donc pas en fauteuil ?» Alors que la réalité, c'est que si elle descend de sa voiture, elle sort sans fauteuil, elle est en fauteuil. Pour elle, c'est quotidien. Donc, elle a dû se garer à 2 km. On lui a demandé si son handicap, c'était vraiment un handicap. Ensuite, elle a dit qu'elle avait roulé 2 km. C'est pas un fauteuil électrique. Elle a roulé 2 km pour aller à la cérémonie. Exemple, Stade de France. On vous donnera les distances à parcourir à pied et leur équivalent en minutes. Parce que quand on dit 600 mètres, ça peut faire peur. Ça n'est que 10 minutes de marche. Elle devait rentrer par une porte qui n'avait pas de rampe PMR, alors qu'elle allait à des places PMR. Donc elle a dû comprendre. Il y a un vigile qui a voulu la porter, qui l'a mise drôlement en danger, parce qu'elle ne peut pas tomber, sinon elle a des fractures très très graves. Et le retour, il pleuvait, il faisait nuit, le trottoir était défoncé, et finalement l'allée qui avait déjà été assez difficile, le retour, elle n'a pas pu le faire. Il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. Et elle s'est retrouvée où la police l'a mise dans un camion et l'a ramenée jusqu'à sa voiture. C'est quand même pas du tout une expérience usagée, festive, légère. Pas très enchantée. C'est pas du tout la parenthèse enchantée. Et en fait, c'est d'autant plus blessant que c'est pour aller à la cérémonie des Jeux paralympiques. C'est-à-dire que l'exclusion, elle est quotidienne, y compris quand c'est quelque chose pour célébrer des personnes handicapées, soi-disant. Sans parler politique, mais plutôt pour parler de l'évolution des droits des personnes en situation de handicap ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les choses se sont améliorées ou est-ce qu'à l'inverse, il est de plus en plus difficile d'accéder à ces droits? Il y a plusieurs, on va dire, axes de réponse. Le premier, je vais peut-être commencer par le fait qu'il y a eu la déconjugalisation de l'AAH. L'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Encore il y a quelques années, si vous viviez en couple, l'allocation était calculée par rapport au revenu du foyer, ce qui était hyper grave, parce que déjà, il y a plein de personnes qui, parce qu'elles étaient en couple, touchaient 0 €, et ce qui était en plus très... vulnérabilisait énormément les personnes, parce que
les personnes handicapées, les minorités de genre handicapées sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles. Et donc, en fait, il faut bien imaginer, la base de la base, c'est que quand on vit des violences au sein de son foyer, quand on se fait tabasser par son conjoint, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se tirer ? En général, c'est aussi une question d'argent. Donc, si on a une allocation adulte handicapé, donc le seul revenu de certaines personnes, qui est à 0, parce qu'on est en couple, on ne peut pas se tirer. Donc ça, c'était effectivement un gros chantier qui a eu lieu dans les dernières récentes années. Il y avait eu la pétition du Sénat qui avait atteint 100 000 signatures, alors que c'est chiant, il faut se connecter avec son code de son compte, avec son numéro de sécu et tout. Enfin, c'est pas juste une simple pétition. Donc ça on y est arrivé, mais l'AH reste en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a un problème de précarisation des personnes handicapées qui est énorme. Concrètement, on a une politique d'ensemble qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes précaires. Le droit du travail est quand même attaqué de toutes parts. Et donc, en fait, et puis il y a ce truc aussi de ce récit très néolibéral de feignants. C'est Sarkozy qui disait ça. Il y a ceux qui se lèvent tôt, la France qui se lève tôt. Donc il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui profitent. Et ça, c'est un récit qui circule énormément. Je repense beaucoup à ce qu'écrivait Céline Marty dans « Travailler moins pour vivre mieux ». Elle décortique en fait cette structure du discours. Et aujourd'hui, on l'entend. Il y en a qui disent « bon, c'est les jeunes, ils foutent rien ». Il y en a qui disent « c'est les immigrés qui profitent ». Mais ce récit de « il y a ceux qui profitent et il y a ceux qui bossent », il est hyper faux, mais il est très présent. Et en fait, il cautionne des mesures hyper violentes, comme par exemple le conditionnement de l'accès au RSA à des heures de travail. Et tout ça, ça précarise des personnes ça aggrave la précarité des personnes handicapées qui le sont déjà, parce qu'elles ont du mal à accéder au travail, parce qu'on n'adapte pas les postes, parce qu'on a une société hyper normative, quoi. Donc il y a une précarisation qui est très importante, il y a les droits qui ne sont pas suffisants pour vivre dignement. Collectivement, on dit aux personnes handicapées, vous avez le droit de survivre, c'est tout, parce que vous n'êtes pas autant capable que les autres. Et ça, c'est quand même très, très grave. On en est encore là. Après, dans les tendances, nous, par exemple, pour vous donner un exemple de ce qu'on a fait l'année dernière, avec les dévalideuses, on est allé sur le village paralympique, qui était place de la République début octobre. C'était l'ouverture de la billetterie des JO. On est allé avec une grande banderole avec écrit « La France, médaille d'or du validisme ». Enfin, on s'est fait virer, mais très calmement. Et surtout, nous, ce qu'on voulait dire, c'était... En fait, la France est quand même une championne du report des cadres d'accessibilisation. Donc, la loi de 2005 dit « est handicapée une personne à la rencontre entre son environnement et ses aptitudes, capacités physiques, psychiques, sensorielles ». Donc, en fait, c'est la définition un peu moderne du handicap que je vous disais, la rencontre entre un environnement social et une manière d'être vivant. Et depuis, toutes les mises en accessibilité sont repoussées tout le temps. La gare de Toulouse, elle est accessible depuis quelques mois maximum, alors qu'en fait, c'est depuis 2005 qu'il y a eu des décisions qui ont été prises pour accessibiliser tous les lieux qu'accueille du public, tous les lieux publics. Donc non, tout le temps en train de repousser, et ça a des conséquences concrètes. Aujourd'hui, on a une collègue des dévalideuses qui essaie de venir habiter à Paris. Elle a trouvé un boulot, elle a un CDI, et ça fait des mois qu'elle cherche un appartement parce qu'elle a besoin d'un appartement accessible. Donc, en plus, c'est très violent de dire on ne va pas construire autant de logements accessibles que la loi demande parce qu'il n'y a pas autant de personnes handicapées que ça, mais les personnes handicapées, elles n'ont pas juste envie, par exemple les personnes en fauteuil, elles n'ont pas juste envie d'être chez elles, elles ont aussi peut-être envie d'aller chez d'autres gens. Et ça, en fait, le fait de pouvoir aller voir ses amis, c'est un privilège dont on ne se rend pas compte qu'on l'a. Donc, non, on n'y est pas du tout. Hein. Et on n'y est pas du tout. Et nous, on trouve que les représentants politiques à gauche, il faudrait vraiment qu'ils se saisissent de ces questions-là, parce que, globalement, on est supposé être dans les mêmes équipes. On est du côté des féministes, des personnes qui luttent contre les LGBT-phobies, qui luttent contre le racisme, contre les discriminations, pour la justice sociale. Donc, on en aurait bien besoin. Voilà ce que je peux dire en termes de tendance, quoi. Et puis, en termes d'accès aux droits, vous en parliez, il y a aussi la question pour laquelle vous militez beaucoup sur la destitutionnalisation. Oui, désinstitutionnalisation. Qui est un combat important et ça. Très méconnu là aussi. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, le point de départ, c'est que déjà, mais ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas, il y a plein de personnes handicapées qui sont placées en institution, c'est-à-dire qui sont
honnêtement, stockés dans des espaces très médicalisés, dans lesquels leur autonomie d'adulte est largement réduite. Ces institutions-là, elles sont gérées par ce qu'on appelle des associations gestionnaires, qui historiquement ont été fondées par les familles des patients. Donc c'est souvent des associations de valides, et qui d'ailleurs sont les principales interlocutrices du gouvernement ou des pouvoirs quand il s'agit de prendre des décisions sur le handicap. Et ça, pour nous, c'est encore un endroit très, très grinçant de se dire que c'est les associations de valides gestionnaires des institutions dans lesquelles on parque des personnes handicapées qui représentent nos intérêts. Donc cette institution-là, en fait, elle produit énormément de violences. Par exemple, la surexposition des personnes handies aux violences sexistes et sexuelles, c'est beaucoup à cause de l'institutionnalisation. Parce qu'en fait, les violences sexistes et sexuelles, dans ces cadres-là, elles sont produites beaucoup aussi par les soignants et les soignantes. Et c'est comme, peut-être vous aviez vu, à un moment, il y avait un article, peut-être Mediapart, sur les abus sexuels dans les EHPAD. Mais en fait, c'est les soignants, c'est parce que le corps des personnes qui habitent là, dans ces lieux, est tellement objectifié, on en fait tellement un objet, le corps, il est à disposition. Et en plus, quand on est une personne qui a été manipulée au sens physique du terme, pas au sens psychique, mais au sens on a beaucoup bougé votre corps, la question du consentement et de poser une limite, elle peut être en plus brouillée. Et donc nous, globalement, à long terme, ce qu'on demande, c'est ce que demande l'ONU à la France depuis longtemps. Et d'ailleurs, on s'est fait bien rappeler à l'ordre parce qu'on est très mauvais en désinstitutionnalisation. C'est-à-dire le projet, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus d'institutions à terme et qu'on déploie les structures permettant d'accompagner la vie autonome. Ça veut dire déployer, mais alors là on n'y est pas, ça veut dire déployer des structures de soins partout sur le territoire, déployer aussi des structures d'accompagnement. Et donc c'est un processus qui doit être mis en œuvre. Et là l'ONU a dit, là en France vous êtes à la rue, enfin vous n'êtes pas du tout engagé dans cette démarche-là. Et en fait, ça demande de penser très global. C'est par exemple, ça demande de soutenir aussi les salariés dans l'aide à la personne. Pour faire le lien avec un combat social récent, il y a des salariés de la société d'aide à la personne Onella qui sont en grève depuis février, qui mènent une grève parce qu'elles sont extrêmement mal payées et elles travaillent dans des conditions délabrées. Et donc ces personnes-là, en fait, leur combat, il est totalement connecté au nôtre, à cette question de la vie autonome. Parce qu'ils disent, mais en fait, c'est nous. Et en plus, ce sont souvent des personnes, soit étudiantes, soit précaires, qui sont souvent racisées en plus. Je pense que 100% des personnes qui sont en grève sont des personnes racisées, et des femmes, 80% du temps, qui vous disent, en fait, c'est nous qui permettons aux personnes handies et aux personnes âgées de vivre chez elles dignement. Enfin, en tout cas, elles essaient du mieux qu'elles peuvent, parce qu'en fait, on ne leur donne pas les moyens que les personnes vivent dignement, ce qui fait de la violence pour tout le monde. Parce que le burn-out, c'est un concept qui a été inventé pour les soignants. Et les soignants qui ne peuvent pas soigner correctement, c'est des gens qui souffrent atrocement. Donc c'est ça. Notre ligne d'horizon, c'est la désinstitutionnalisation. Avec les dévalideuses, on est impliqués dans l'ENIL, c'est le European Network for Independent Living, donc le réseau européen pour la vie autonome, qui d'ailleurs organise un grand rassemblement des assos européennes pour la vie autonome à Bruxelles, et ce qu'ils appellent une Freedom Drive, donc une parade de la liberté. Et c'est un gros chantier. Et c'est un chantier qu'on ne retrouve pas, en fait, qu'on ne retrouve pas dans les programmes, dans les discours. Pour le moment, on reste coincé dans cette idée de ce qu'on appelle l'altérisation, c'est-à-dire la personne handicapée, c'est l'autre. C'est loin de moi. Et d'ailleurs, franchement, moi, je le vois, je l'ai vu en tombant malade et en ayant des douleurs chroniques. Parler de ça, exprimer ce qu'on vit, les gens, les valides ne savent plus quoi faire de nous, quoi. On a très très peu collectivement de codes sociaux adaptés pour interagir avec les différentes manières d'être capable, vivant, de souffrir, pas souffrir. Et parfois, on se dit que c'est peut-être parce que ça renvoie à la vulnérabilité. Enfin, on n'a pas envie en fait que ça soit possible de vivre une situation aussi galère que de souffrir tous les jours, mais de là à ne pas être capable d'entendre ces histoires-là et de fonctionner ensemble, c'est vraiment trop grave, trop triste.
Et il y a un slogan militant qui a été dessiné récemment par Réseau Boring sur Instagram que j'aime beaucoup et qui dit « Vos corps valides sont éphémères ». J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, je vous le dis, vos corps valides sont éphémères. Quand vous y êtes, vous nous appelez, on recrute aux dévalideuses. mais c'est une manière de dire, en fait, on y est tous dans la variabilité de nos existences et dans la variabilité de nos capacités. Et on le voit bien avec les personnes qui vieillissent. Simplement, nous, on a besoin qu'on sorte collectivement du déni pour que devenir handicapé, ce ne soit pas la pire chose possible et imaginable, quoi. Je pense que ce sera une excellente conclusion. Okay. Un grand merci de ce tableau, certes extrêmement noir, mais qui nous permet aussi de voir, même à notre échelle de citoyens, tout le progrès qu'il y a encore à faire de notre niveau à celui des grandes institutions. Un grand merci en tout cas, Mathilde François, de nous avoir rejoints pour nous parler de ces sujets malheureusement trop peu abordés dans notre société. Je rappelle que vous êtes... Merci de leur donner de la place, c'est vraiment très important. C'est un grand plaisir, je pense que c'est important aussi. Je rappelle que vous êtes autrice de bande dessinée, on peut vous retrouver sur Instagram, La Vie à Croquer. Vous êtes également l'autrice de fanzine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller retrouver son travail sur Internet et à trouver un petit peu le travail également de votre collectif. C'est ça, et allez voir Les Dévalideuses, le site Internet, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources et beaucoup de liens vers d'autres sources. Donc on est ensemble et on a besoin que les valides soient avec nous. Donc merci. En tout cas, on s'accroche ensemble. Voilà, c'est ça. Encore un grand merci, Mathilde François. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet entretien. On vous attend nombreux dans les commentaires. Donnez-nous vos réactions et peut-être même vos réalités. Comme toujours, vous pouvez soutenir une information indépendante en faisant un don ou tout simplement en likant et en partageant la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.